Salut à tous. On va proposer ici la fin du Giro avec Romain Bardet. Les étapes 8 à 21, vous savez qu'on est sur le variant Stylus. Vous pouvez le trouver dans la World DB. Il y a comme ça toute une banque de parcours possibles, de variants possibles. Jusque-là, c'est très simple. Le prologue avait été remporté par Ineos Grenadier. Ensuite, Elia Viviani avait remporté le sprint de l'étape 2. Kragh Andersen nous avait magnifiquement pris une étape et avait en plus ce jour-là endossé le maillot rose de leader. Voilà, maillot rose qui restera le même à l'issue de l'étape 4 où Daryl Impey s'est imposé au sprint. Étape 5, après une descente un petit peu folle, c'est Romain Bardet qui s'impose d'un boyau contre Vincenzo Nibali et qui prend le rose dans la foulée. Ensuite, c'était une arrivée au sommet du Vésuve, me semble-t-il, avec Lopez qui s'impose devant Bardet, Bernal un tout petit peu plus loin, et étape 7, Maximilian Schachmann, décidément très en verve sur ce Giro. On est sur de World DB 21 au niveau de la database. Schachmann est redoutable. Il dispute même les sprints aux spécialistes. Bardet se retrouve donc en tête à ce stade-là, au moment de démarrer l'épisode, avec 41 secondes d'avance sur Egan Bernal. Voilà, étape 8, tout de suite. On voit qu'elle est un petit peu accidentée, n'est-ce pas, avec une arrivée qui peut nous piéger si on est mal positionné, par exemple. Mais avant l'arrivée, il y a quand même pas mal d'embûches. Il y a un petit peu de dénivelé. Alors, allons-y. On est toujours sur une config où Benoît et Kragh Andersen ont été rajoutés un petit peu au dernier moment pour pallier aux défaillances de certains. Alors, j'avais certains coureurs qui étaient blessés, voire même légèrement au dernier moment avant le Giro. J'ai dû refondre un peu l'équipe. C'est comme ça que donc Benoît et Kragh Andersen n'étaient pas prévus pour accompagner sur ce Tour d'Italie. Et au final, j'ai eu besoin un peu de muscler mes équipiers. Et donc, c'est pour ça que je les ai pris. Et a priori, ils sont programmés pour abandonner après l'étape 15, puisqu'il faut se préparer convenablement en vue du Tour de France qui suit. Je ne veux pas tout hypothéquer non plus sur ce Giro. On a le concours de Chad Haga. On a également Ilan Van Wilder, Andreas Leknesund. On a le petit Hamilton également. Bref, il y a un peu de monde pour aider Romain Bardet, qui est leader unique, incontesté dans cette équipe pour ce Giro. N'oublions pas Mark Donovan aussi, qui est très précieux. Voilà. Donc on va voir tout ce petit monde au chevet de Bardet pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions. Alors cette étape est belle. On a l'habitude de ce type d'étape-là, peut-être plus sur des Vuelta. L'arrivée comme ça en bosse est assez caractéristique plutôt d'une Vuelta. En l'occurrence ici, sur un Giro, où Bernal, on l'a vu, semble à ce stade le principal concurrent Romain Bardet. Il ne faudra quand même pas oublier de surveiller Simon Yates. Il ne faudra pas oublier de surveiller Vincenzo Nibali, même si le pauvre héritera d'une chute de notes. Je ne sais plus si c'est en toute fin de Giro ou si c'est juste après, mais il a été... il a bien pris cher, le pauvre. Voilà. On a également des surprises sur ce Giro, je trouve. Comme par exemple le fait que Miguel Angel Lopez est très facilement et trop rapidement décroché au niveau du général, puisqu'il avait déjà pris 5 minutes au bout de quelques étapes. Donc c'est dommage. Vlasov vient compléter le team Astana avec de vraies jolies notes qui correspondent, moi je trouve, à sa valeur. Vlasov est un très bon coureur. C'est bien que les choses soient faites en ce sens. Michael Matthews est très surprenant. Je parlais de Schachmann juste avant là. Michael Matthews est vraiment très très surprenant sur ce Giro. Vous allez voir que pendant assez longtemps, Matthews va résister, même à certaines ascensions, de manière assez incroyable. Il est très très présent dans le final et même sur des terrains où quand même on l'attendrait pas forcément. Et puis sinon, qui est vraiment éblouissant, c'est Maximilian Schachmann
bien sûr, je disais, mais on n'est pas au bout de nos peines avec Sharkman qui vraiment va être magnifique. Et puis sinon, on a un Team Ineos. Alors là, il faut en parler de ce Team Ineos. Ici, je prends la roue avec Sharkman, je prends la roue avec Benoît. Je me dis, si Sharkman veut essayer d'aller au bout, mais il va falloir qu'il se prenne Benoît dans la roue. Et derrière, ben ok, on attend. On attend. Il n'y a qu'à rouler. D'autres équipes n'ont qu'à faire le boulot. Justement, là, pour le moment, on voit pas trop Ineos bouger, mais Carapace va s'y filer. On a de très bons équipiers. Hein. Le Ineos est vraiment très très forte sur ce Giro. On va avoir l'occasion de le voir juste après. Pour l'instant, j'essaye d'organiser une petite montée pour permettre à Romain Bardet de se mettre dans les meilleures conditions possibles. Benoît fait le boulot pour essayer de ramener Bardet. Voilà, hop là, on essaie de passer ici avec Bardet pour essayer d'aller quérir cette étape. Ce sera peine perdue la faute à ce Maximilian Sharkman qui est vraiment, je vous le disais, éblouissant. Petit écart de temps, tout de même, Bernal subit une perte de temps là sur cette étape, ce qui va nous permettre comme ça de pouvoir gagner un peu encore au général sur lui. Richie Porte, on l'a aperçu arriver en même temps que Carapace. Les Sivakov, Van Barle, Kwiatkowski sont un petit peu plus loin. Et on va le voir donc, le petit écart au général est monté à 1,24. Voilà, en comptant la bonification. Donc, vraie belle opération pour Bardet sur ce coup-là. Impossible de résister à Sharkman. En revanche, Bernal tout de même accuse une petite perte de temps. C'est une bonne affaire. Étape 9 à présent. Alors celle-ci paraît davantage pour les sprinters, on est d'accord ? Celle-ci ne comporte pas de difficultés qui me permettent d'enflammer la course sur la toute fin. Donc ça ne veut pas dire que j'essaierai pas d'accélérer un peu, mais il n'y a pas non plus grand-chose à espérer ici. On a une échappée qui est relativement laissée par le peloton, avec des fois Cofidis qui roule pour le compte de Elia Viviani, bien évidemment, le team Bikes Exchange pour Michael Matthews. Voilà, les équipes comme ça qui ont un bon sprinter vont se donner le mal d'essayer de rouler pour maintenir un écart. On va pas laisser partir. On est sur du Giro pour le moment sur lequel les échappées n'aboutissent pas. Il faudra attendre une ou deux étapes sur la toute fin pour que les choses puissent aboutir. Donc je dirais Giro un petit peu plus maîtrisé par le peloton. Aïe, 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 Romain Bardet a chuté. Et fort heureusement pour cette fois, on s'en sortira indemne. Donc ça va, pas de souci. On va remonter tranquillement dans le peloton. Donc opération sauvée pour Bardet. Mais attention, ça aurait pu se passer différemment. Il y a pas mal de chutes. Voilà, ici, j'ai dû faire toute la fin de l'étape pour Hamilton qui est un petit peu largué. Du coup, j'ai lâché des équipiers parce qu'il n'y avait pas trop besoin à l'avant de protéger le leader ou les lieutenants. Du coup, j'ai quand même détaché Leknesund, Van Wilder et Chad Haga pour essayer de faire en sorte que Hamilton ne rentre pas tout seul, quoi. Et puis, dans un premier temps aussi, je voulais me donner les moyens éventuellement de rentrer. Alors, rentrer va être impossible. Richie Porte, lui, il essaye tout seul de rentrer, donc on va le reprendre à un moment donné, bien évidemment, puisque l'homme seul face à quatre gars qui se relaient, il n'a pas beaucoup de chance. On va même à un moment donné le laisser aussi derrière nous. Et puis devant, ça y est, c'est le final qui se précise. Mark Donovan en protection de Romain Bardet avec Kraganasen et Benoît dans la roue, sachant qu'on a nos 4 gars à l'arrière. On va voir s'il y a quelque chose à faire, sans non plus rêver de manière folle à une issue positive, puisque ici, qui va s'imposer ? C'est l'ami Fernando Gaviria, voilà, sans conteste. Ici, Gaviria bien au-dessus du reste de la concurrence. On va rentrer comme ça avec un gros écart, mais on n'est pas hors délai et on n'a pas flingué le type. Et voilà, bravo. Tim Wellens, c'est pas passé trop loin.
il a failli remporter cette étape, mais il y avait quand même Fernando Gaviria. Et au classement général, il n'y a pas de différence majeure, en tout cas pour les principaux protagonistes. Et on arrive sur une étape qui est phénoménale. Étape 10. Alors vous avez vu, Monte Santa Maria, ça veut tout dire, l'arrivée. Ça veut dire qu'on est sur le terrain des Strade Bianche, là, dans le final, avec donc les fameux petits secteurs, vous savez, gravillons. Ils ont été modélisés sur ce variant. Ils ont été modélisés par du cobblestone, donc cobble, hein, pavé en anglais. Du cobblestone de niveau 2, avec 2 étoiles de difficulté. Ce qui veut dire que le pavé, vous savez, quand il est à 2 étoiles sur Pro Cycling Manager, il a son impact. Hein, c'est pas du pavé 1 étoile, qui déjà peut en avoir un, et c'est surtout pas une décoration de gravier qui en fait n'a aucun fondement et qui n'a pas de difficulté particulière par rapport à l'asphalte plus classique. Donc il va falloir y penser, et je pense que sur cette étape-là, on va bien évidemment essayer de gratter du temps sur Egan Bernal avec Romain Bardet. Hein. Je ne vais pas jouer de manière primaire juste pour remporter l'étape, par exemple avec Benoît ou avec Kragh Andersen. Je vais essayer de rentabiliser tout ça. On va voir donc si c'est faisable. Les équipiers peuvent nous aider. C'est comme ça qu'on a un Donovan qui est en bonne forme ce jour-là. On a également Chadaga qui peut ne pas être ridicule sur ce type de terrain. Donc on va s'y mettre. On va rouler. Et voilà, ici, un premier secteur. Vous voyez, voilà, ils ont mis du 2 étoiles. 2 étoiles de difficulté. Donc ça peut permettre de faire quelques différences. Vous allez voir que ça va en faire. Il va y avoir de l'éclatement du peloton un peu dans tous les sens. Après, tout va se jouer probablement sur cette étape-là. Tout peut se jouer sur la note de Bardet, sur la note pave, hein, vous savez, la note de pavé de chacun. Bardet a plutôt une bonne note en pavé. Moi, je la trouve relativement méritée. Romain Bardet est quelqu'un qui gère bien, qui gère plutôt mieux que ses concurrents pour le général en temps normal sur les grands tours, les pavés. En tout cas, il est un de ceux qui le gère le mieux. Nibali étant aussi un exemple de quelqu'un qui ne souffre pas tant que cela sur les pavés. On le sait tous depuis 2014. En revanche, on a un petit peu moins de références sur Egan Bernal, qui du coup a hérité dans cette database d'une note sur pavé qui, à mon sens, paraît assez correcte, qui est en tout cas inférieure à celle de Romain Bardet. Donc c'est vraiment sur ça que je vais essayer de jouer. D'autant plus que l'étape est vallonnée, et en vallon pur, Bardet est quand même un petit peu supérieur à Egan Bernal. On est ici maintenant sur une séquence où on se rapprocherait, vous avez vu, il y a moins de la trentaine de coureurs, on se rapprocherait du moment fatidique où il va falloir faire des différences. Donc là, on roule très très fort avec Kragh Andersen, l'idée étant d'ensuite laisser à Tiesj Benoot le soin de mettre sur orbite Romain Bardet. Voilà, il s'écarte, notre Danois favori, il s'écarte. Bernal est toujours bien calé dans la roue de Romain Bardet, et Tiesj Benoot va produire ici son effort. Hein, on va essayer de... Après, derrière, on compte les morts, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'accrochent pour un dernier soubresaut ou un avant-dernier soubresaut, mais n'empêche que beaucoup vont énormément souffrir sur cette étape. Pas Michael Matthews, parce que Michael Matthews, déjà, il ne souffre jamais sur ce Giro. C'est comme ça, c'est comme Sharman. Ils ne souffrent jamais, ces deux-là. Ils sont toujours là, quel que soit le terrain, et c'est assez invraisemblable. On est peut-être sur du plus 5 permanent pour ces deux-là. Non, mais je le dis parce que je l'ai fini, le Giro, et honnêtement, j'ai été épouvanté à des moments de voir le niveau de ces deux gars-là. Allez, Benoît n'est pas loin de rendre les armes. Il aura fait sa part de boulot, tout comme Donovan un petit peu plus tôt, tout comme Kragh Andersen ensuite. Et ça va être à l'ami Romino de nous lâcher tout ça. On est dans les derniers kilomètres de cette étape. Il va y avoir un petit peu de pourcentage, on y va.
On est parti avec Romain Bardet. Qui est-ce qui s'accroche derrière? C'est Vincenzo Nibali, c'est très très logique. Et ensuite, bah oui, on va essayer de rouler à bloc. Alors Nibali va revenir comme ça, de manière... ouais, bah si, pas illogique du tout. Hein, pas illogique que notre ami Nibali revienne. En revanche, Bernal revient. Alors là, c'est le moment d'en replanter une pour essayer de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. On voit que la cinématique n'est pas celle de quelqu'un qui a priori s'accroche. Romain Bardet va donc pouvoir s'envoler et essayer de faire une différence maximale dans ce dernier kilomètre. Ouais, j'ai attendu vraiment le dernier moment hein, pour partir avec Romain. Et sur la ligne, quel sera l'écart? Déjà, c'est Mathieu Charman juste derrière. Et Bernal va accuser voilà, presque une minute de débours. Et un petit peu plus tard, c'est Tiesj Benoot qui en termine, voilà, avec Kragh Andersen également. C'est-à-dire qu'en gros, les écarts sont tels que même mes types qui ont tout donné et qui sont lâchés finissent top 20, quoi. Mes lieutenants, en tout cas. Hein. Donc, vraiment, une étape très sélective et qui a contribué à faire un énorme écart au général, puisque actuellement, 2,25 d'avance sur Egan Bernal. Et là, je commence à y croire. Vraiment, là, je me dis, ouais, il y a moyen. Il y a peut-être moyen d'aller chercher ce Giro. Et surtout que bon, j'ai pas de recul hein, je l'ai jamais joué, je l'ai jamais vu à la télé. J'ai pas de référence particulière. Même si j'ai vu que la suite était quand même très très ardue. Mais tout de même, on peut toujours rêver en tout cas à ce stade-là. Et puis ensuite, il y a ce petit contre-la-montre hein, de l'étape 11. Bah écoutez, il est beau, il est magnifique, il est un petit peu vallonné, en tout cas il y a un endroit, il y a une bosse qui peut donc largement nous laisser penser que le pourcentage va jouer un rôle. On a testé un peu sur les équipiers, je vous avoue que j'ai quelques ambitions avec mes gars, hein, que ce soit par exemple, Agast est dur au niveau du pourcentage là sur la bosse du milieu, mais quelqu'un comme Leknesund peut faire un très bon temps, il va prendre le premier temps provisoire, et quelqu'un comme Ilan Van Wilder peut même encore améliorer ce temps, puisqu'entre-temps, je me suis dit, allez, ça va, tu peux gérer un peu tes efforts différemment. Bah oui, parce que c'est toujours utile quand même de pouvoir essayer sur les équipiers avant le passage du leader. Donc, Ilan Van Wilder va bien se comporter hein, sur ce CLM. On voit qu'au deuxième intermédiaire, il a fait un plutôt très bon temps à ce stade-là. Après, il faut juste arriver à gérer l'intensité jusqu'à la fin. Parce que vous voyez qu'il m'a manqué un tout petit peu de barre avec Van Wilder, qui prend quand même l'intermédiaire. Il prend le meilleur temps à l'intermédiaire. Après, Kragh Andersen, s'il avait eu, je sais pas moi, plus 2 ou plus 3, aurait pu vraiment mieux faire sur ce CLM, parce qu'il a quand même à la base une très belle note en contre-la-montre. Benoot, c'est pas pareil. C'est pas vraiment sa force. Donc Kragh Andersen ne va pas vraiment performer. Tiesj Benoot, je n'espère rien parce que de toute façon, ça n'est absolument pas son terrain. En revanche, là, on attend une vraie perf de Romain Bardet. En tout cas, au minimum, limiter la casse et ne surtout pas trop perdre de temps sur ce contre-la-montre. L'ami Egan Bernal n'est pas loin. Donc il est parti forcément un petit peu devant Romain Bardet. Michael Matthews, très présent en général, est là aussi. Simon Yates. Et donc voilà, on va voir un peu comment est-ce que tous ces hommes s'en sortent. Bernal... Ah oui, il y a Charman qui est intercalé, je suis bête. Puisqu'il est actuellement deuxième. Charman, vraiment tout terrain. Hein, il est balèze. Hein, sur cette database. Maximilian Charman, c'est très très fort. Alors... voilà, j'ai essayé de jouer un petit peu de l'effort, voilà, varier pour essayer d'appuyer dans la bosse. Profiter ensuite du fait qu'avec une excellente note de descente, on a forcément la barre jaune qui baisse moins vite dans un deuxième temps, après le sommet. Puis après, il y a tout ce secteur en faux plat ou faux plat descendant, voire plat à gérer. On va essayer d'économiser en tout cas notre barre. Il va m'en manquer un tout petit peu.
C'est dommage, hein. C'est dommage. Je me suis laissé emporter par les excellentes réactions de certains de mes équipiers dans ce qui précédait. Et j'ai oublié du coup que Bardet allait consommer un peu plus sur le plat. Bon, à l'arrivée, l'addition n'est quand même pas très salée, puisqu'on a perdu quoi? On a perdu une trentaine de secondes sur Bernal, et on conserve une 40 sur le Colombien, une 40, sachant qu'il n'y a plus qu'un seul contre-la-montre sur ce Giro. Ce sera à l'étape 21, et par contre, cette fois-ci, il sera tout plat. Il fera plus de 20 km. Donc, c'est quand même une perspective qui fait froid dans le dos, mais comme on n'y est pas encore, on va pas y penser trop tôt. D'ici là, il y a tellement d'arrivées au sommet, il y a tellement de montagnes que il faudra essayer de construire à un moment donné un petit peu plus d'avance qu'une 40, à mon sens, en tout cas si on veut viser la victoire avec Bardet face à Egan Bernal. Donc l'étape qui suit est une étape entre guillemets de repos pour nos coureurs. On n'a absolument pas besoin d'aller dans l'échappée. De toute façon, l'échappée sera pourchassée par le peloton qui ne laissera pas grand-chose à cette malheureuse échappée. Ça promet donc de se jouer au sprint. Sprint, d'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler. Je vous parlais d'une omniprésence de Schachmann sur ce Giro, Matthews également, mais pour ce qui est des sprints, c'est amusant de constater que, outre le fait que Schachmann arrivait à en prendre un certain nombre, même face aux spécialistes, celle-là, elle est pour qui? Elle est pour qui? Elle est pour qui? Elle est pour Michael Matthews. Encore. Et bien Schachmann, en fait, à chaque fois se mêle à la bagarre, et ce qui fait qu'il est excessivement bien placé dans de nombreuses arrivées, et il est donc porteur du maillot, vous l'avez aperçu, le maillot vermeil, il est porteur du maillot vermeil, mais c'est hyper mérité. Et il a en plus une belle avance. Il est en train d'augmenter son avance au fur et à mesure. Là, il est plus que jamais légitime pour prétendre au maillot vermeil à la toute fin. Et puis pour ce qui est de Matthews, il vient en prendre une belle ici. Et c'est vraiment, encore une fois, très impressionnant. 6e à ce stade-là. 6e du Giro après 12 étapes. On va voir jusqu'où tout ça peut aller. Alors ensuite, c'est l'étape 13. Étape 13 qui comporte quelques petites bosses raidillons dans le final. À voir un petit peu ce que ça peut donner. On va voir. Je suis pas totalement enclin à me dépouiller en fait pour faire péter la course parce que je me dis que la montagne arrive très très vite. Et j'ai envie de garder de la fraîcheur avec mes gars. Fraîcheur qui, on sait, peut être entamée s'il y a vraiment une étape de grosse intensité. Il y a eu à un moment donné récupération après étape 9. Donc ça veut dire qu'en fait, là on est sur la 13. On n'est pas loin de la 15. On aura un jour de repos après la 15. Donc on n'est pas en fraîcheur optimale. À ce stade-là, je n'ai pas envie de cramer quelqu'un ou cramer plusieurs types, alors qu'on va avoir vraiment besoin des équipiers par la suite. Du coup, je la joue un peu calme sur cette fin d'étape. Juste, on pousse un peu l'effort curseur, mais on provoque pas non plus de cassure, en tout cas pas volontairement de gros dégâts. Voilà, juste on se positionne et on regarde si quelqu'un, par contre, tente quelque chose. À ce moment-là, on ira. Mais vous voyez, par exemple, ce serait une étape 3 ou une étape 5. Je serais parti avec Bardet dans la descente. Là, je le fais pas. Je le fais pas parce que j'ai trop peur de l'impact sur la fraîcheur. Voilà. On va donc, écoutez, essayer de sprinter avec Kragh Andersen, qui en plus a une forme du jour pas dégueulasse, mais on va se faire cueillir. On va se faire cueillir par l'étonnant, pour le coup, là, sur cette étape-là, honnêtement. Carapaz va venir comme ça s'imposer. Devant, tiens, encore une fois, Timo Wellens, il est bien malheureux, le team. Schachmann, comme d'hab, placé. Kwiatkowski, Matthews, c'est signé. Hein. C'était vraiment, hormis Carapaz qui tombe du ciel à ce moment-là, c'est quand même pour les punchers costauds qu'on connaît dans le cyclisme. Allez.
on va pas rigoler sur l'étape 14. Cervinia, la montée est longue. Elle va, euh, Elle va nous impacter peut-être. On va voir. On va voir un petit peu ce qui peut s'y passer, mais je suis un peu pessimiste au moment d'attaquer cette étape 14. Même si Bardet a hérité d'une forme du jour très correcte, en vertu de de ce qui est préparé, bien sûr. Donc pas grand-chose à se plaindre, il n'y a pas beaucoup à pleurnicher, hein, mais on va voir que ça va pas être évident. Donc le problème, c'est quoi? C'est que le team Ineos, je vous avais dit que j'allais vous en parler un peu plus loin. Le team Ineos, il est monstrueux. Il y a comme ça, donc, Carapace, qui est en fait le dernier relais avant de la libération de Bernal, hein, sur les étapes comme celle-ci, comme sur les arrivées au sommet. Et le problème, c'est que avant Carapace, on a, donc vous voyez, par exemple ici, il est situé vraiment un peu en retrait dans le groupe, hein, parce qu'il y a pas besoin qu'il se fusille pour rien. Ben, on va avoir comme ça des tas de relais qui nous font un petit peu mal. Alors, sur cette étape-là, c'est le contre-exemple de ce que vous ai énoncé. J'ai un petit peu anticipé sur la suite pour le comportement d'Ineos. C'est le contre-exemple parce que Carapace entre en scène un petit peu tôt, hein, et on aperçoit encore du maillot Ineos. Richie Porte doit être dans les parages. Voilà, il est juste à côté de Bernal. Il est en protection. Et puis nous, en fait, on va rendre les armes assez rapidement au moment où justement Bernal en place une belle. Donc je suis obligé de réagir avec Bardet. Je n'ai plus personne pour rouler. Là, sur des coups comme ça, on est impacté, hein, par l'absence d'équipier majeur. C'est sûr que dans un monde idéal, tu emmènes Jay Hindley et tu lui fais faire équipier de luxe sur le Giro. Mais bon, voilà, j'ai pensé la partie un petit peu autrement. Il y en a qui commencent un petit peu à lâcher. Tiens, Michael Matthews n'est plus là, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une montée de 20 bornes et Michael Matthews n'est pas avec les meilleurs grimpeurs. J'ironise, vous l'avez deviné. Donc on va reprendre comme ça Bernal à l'issue d'un bon petit travail. Derrière, c'est Vlasov qui remet une mèche. C'est pas très très à mon avantage tout ça. J'aurais aimé que Bernal s'endorme un petit peu, pouvoir lui sucer la roue après. Mais là du coup, c'est le départ pour Egan Bernal qui contre-attaque. Romain Bardet est obligé d'y aller, hein. Là, il n'y a pas photo. On ne doit pas laisser Bernal comme ça, sans réaction. Ah là là, je me suis pris un écran de Masnada, là. C'est ultra pénible. Ultra pénible cet écran qui nous a fait lâcher complètement la roue de Bernal, qui en plus a attaqué au même moment. Écart manifeste ici pour Bernal, qui s'envole apparemment vers la victoire. On va reprendre Vlasov. On se donne du mal. Bardet est quand même très très méritant sur cette toute fin d'étape. Est-ce qu'il va réussir à reprendre le Colombien qui semble en phase de récupération d'énergie? Eh bien, on va voir. On va voir. J'ai l'impression qu'en fait, on a juste fait le boulot à un moment donné pour ramener Vlasov dans la roue de Bernal. Vlasov qui lui pique la victoire d'étape. Bernal qui fait 2. Et Bardet qui se mange quelques secondes sur ce coup-là, puisque Bernal, voilà, va lui gratter 23 secondes, plus le différentiel entre 2 et 3 au niveau de la bonif, ce qui fait que Bernal revient à 1,17. 1,17 avec ce qui reste à faire. C'est presque comme si on n'avait pas d'avance. 236 bornes en plus. L'étape suivante. Alors, cette étape 15, elle est pas très loin d'être l'étape reine de ce tour variant Stylus. Elle est monstrueuse. 236 km avec ces ascensions-là. C'est quelque chose de dingue. Donc, je vais essayer de placer comme cela quelques types à l'avant. Vous avez vu, j'ai envoyé Donovan. Mais un petit peu plus loin, surtout, il y a Hamilton. Donc, on va voir un peu si ces gars-là pourraient pas nous apporter un soutien de grande utilité à un moment donné. C'est-à-dire quand les autres équipiers se seront épuisés. Donc, en tout cas, c'est mon projet. C'est pour ça que je les envoie à l'avant. Après, le problème, c'est que Donovan va courir très très longtemps après le groupe Hamilton.
Toujours aussi peu évident parfois de placer des types devant. Très bonne résistance de l'IA, voire même parfois se ligue un peu contre le joueur humain, hein, on pourrait l'estimer, bon, faut pas être paranoïaque. Donc Hamilton, ça va, il est placé lui. En revanche, quand Donovan va rentrer sur l'avant, bah, le problème c'est qu'il ne lui reste plus rien. Et en plus, ça correspond à un moment où il y a une accélération ici de Koenig Quickstep qui cherche à placer, à placer Masnada dans les meilleures conditions possibles, ce qui va du coup même, à un moment donné, sur le sprint, là où on apercevait Toluk et Masnada qui s'expliquaient, Hamilton, il a lâché, quoi. Ils me l'ont tué. Ils me l'ont tué avec leur sprint pour le GPM. Donc, à partir de là, on espère rentrer dans la descente. Après tout, il y a encore de l'espoir. On voit que l'écart est assez grand avec le peloton. Hein, il y a vraiment un bel écart qui s'est fait. Et donc le peloton semble légèrement laisser filer. Ouais, ça veut rien dire en fait à ce stade-là. Parce que même il y a 7, 8, 9 minutes à ce moment-là de l'étape, ça veut rien dire du tout. Parce qu'en fait, il y avait largement moyen de revenir vu les pourcentages qu'on va encore rencontrer d'ici à la fin, surtout que c'est une étape très très longue. Toujours est-il qu'Hamilton a réintégré l'échappée et que l'on ravitaille, on essaie de profiter des moments les entre guillemets moins défavorables pour ravitailler. En l'occurrence, c'en était un. Et voilà, l'écart, vous voyez, commencerait limite à diminuer un peu parce qu'il y a un rythme qui est imprimé dans le peloton. Voilà. Le peloton qui imprime un rythme avec notamment Ineos, bien sûr. Et par contre, devant, ça s'explique. Et toujours pareil, je subis avec pas mal de déceptions, je dirais, les sprints GPM qui à chaque fois coûtent énormément de barres à Hamilton, qui lui font excessivement mal. Donc voilà, on passe au sommet, on a perdu Kragh Andersen malheureusement. Peut-être la toute fin de son Giro pour lui, hein, à ce stade-là. Parce que je me suis résolu à ce que j'avais annoncé à l'avance, à savoir que oui, Benoît et Kragh Andersen abandonneront après cette étape. Je veux vraiment avoir des chances sur le Tour de France et sinon ça aurait avancé le pic de forme, je vous l'avais un petit peu dit à l'étape 2. Allez, on va compter sur la protection de Van Wilder, on va voir si Donovan a encore des cannes pour apporter quelque chose à Bardet à un autre moment. Devant, ça roule pas mal. Hamilton va devoir décrocher. Trop fort pour lui. C'est trop fort. Masnada est vraiment très très fort. Il participe en tout cas à l'élimination de Hamilton par ses relances, par ses sprints et ensuite par un rythme qui était un petit peu trop élevé. Je perds sur la toute fin d'ascension, mais on peut toujours espérer qu'il revienne dans la descente. Je perds les amis Leknesund et Van Wilder. Oui, elle a été très dure sur la fin. Parce que Team Ineos a vraiment beaucoup musclé. Van Barle est très fort. Hein. Il ne faut pas le mésestimer, ça. Van Barle est très fort. Et puis, quand Van Barle s'écarte, il y a encore Pavel Sivakov. Il y a encore, évidemment, Richie Porte, Carapace. Voilà, donc c'est quand même balèze, mais on n'est pas surpris. Hein. On est un peu, je trouve, sur ce Giro, l'impression de revivre, vous savez, le team Sky, entre les années 2011 et 2018, excepté 2014, bien évidemment, sur le Tour de France. Hein, c'était vraiment du Sky dans le texte, avec des équipiers qui pourraient, pour 3 ou 4 d'entre eux, quasiment être leaders d'une autre équipe, et puis qui vraiment jouent très très bien le coup, et ça fait... Ça aussi, par contre, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir parce qu'on aime quand le jeu nous propose de la difficulté. Hein. Donc, là, on l'a. Là, on l'a avec Bardet qui est pas loin de l'agonie. Avec Carapace qui semble encore très très facile.
Et puis Bernal qui est calé derrière avec un protecteur, j'ai envie de dire, peinard, le team Ineos. Et bon, on va essayer de voir de quelle façon est-ce que tout ça peut se terminer. On est dans le Finestré, endroit mythique, s'il en est. Alors, vous voyez, par exemple, je vous parlais de Cobblestone 2 étoiles pour l'étape 10. Ben là, par exemple, le chemin de Gravillon, qui est dans la fin du Finestré, le chemin de Gravillon en question n'est pas du tout associé à une difficulté de pavé. On aurait pu l'imaginer. Et là, patatras, franchement, je l'ai mal prise, cette crevaison, parce que elle m'arrive à moi, mais en fait, je n'ai jamais vu, mais une seule fois, un tel incident de course arriver à Egan Bernal. Alors certes, on va revenir, mais comme bah, quelques secondes plus tard, évidemment, on se doute bien, hein, si Ineos Grenadier fait ce boulot-là, c'est pas pour que Bernal attende sagement que Bardet reste dans sa roue, revienne, bref, vous savez, les types sympas, genre, mais non, mais reste avec nous, il n'y a pas de problème, on va pas attaquer. Mais non, bah Bernal, forcément, il en plante une. Et le petit supplément comme ça d'énergie que j'ai bouffé pour rentrer sur le groupe Bernal au moment de cette crevaison, malheureusement, il se paye très cher. Hein. Il se paye très cher. Derrière, il y a une petite descente, puis une remontée. En plus, on n'a aucun allié de circonstance. Et là, pour le coup, c'est vraiment débrouille-toi, quoi. Vlasov, à la limite, mais est-ce que Vlasov va faire le boulot, honnêtement, de nous ramener, d'essayer de limiter cet écart, là, qui est déjà à plus d'une minute, hein, donc un écart dramatique. À ce moment-là, Bardet donc, va faire la descente. Je vais essayer d'éviter d'emmener les trois autres, là, les équipiers de Bernal, hein, parce que si on pouvait éviter ça, ça pourrait être sympa, sinon ça va encore nous faire du mal. De toute façon, ils rouleront pas. Lopez est lâché. Dan Martin a cru qu'il pouvait tutoyer le maître, mais en fait, pas du tout. Dan Martin s'est pris une accélération sur le faux plat de Bernal qui a démarré comme ça, qu'il a laissé sur place. Donc Bernal s'est envolé vers une victoire d'étape. J'essaie de gérer, tant que faire se peut, les micro-gouttes de barre rouge ici qui me restent avec Romain Bardet, qui va en plus, ironie du sort, voilà, être dépassé par les trois Ineos là, qui sprintent comme des malades. Bon, là, je vous avoue, pas drôle, quoi. Vraiment pas drôle, parce qu'on se fait mais complètement démonter. Et là, on mesure toute l'infériorité qui est la nôtre par rapport à la concu, quoi, hein, tout simplement. Donc, moment de tristesse, puisque perdre du maillot rose, en plus, c'est combiné à la perte aussi de mes équipiers, j'ai déjà expliqué pourquoi. Bon, étape charnière en tout cas, que ces étapes 14, sommet de Chervinia et 15 qu'on a vu à l'instant. Romain Bardet se retrouve désormais deuxième. Alors certes, il a beaucoup d'avance sur le troisième, Nibali, mais on s'en fiche de ça, quoi. Il a surtout une 20, là c'est les abandons, voilà. Il a surtout une 20 dans la musette face à Bernal. Et Bernal, on voit pas tellement comment est-ce qu'on va faire pour le reprendre. Voilà. Donc on n'est plus 8, on est 6 pour aborder ensuite cette étape 16 qui semble promise aux sprinters. Donc on va certainement pas essayer quoi que ce soit sur ce coup-là. Elle n'est pas pour nous. Et donc assez tranquillement rallier l'arrivée. Regarder le sprint avec intérêt. Donc voilà ici. Et puis essayer de voir de quelle façon. Alors là c'est là que je cogite. Je regardais un peu déjà les profils, les étapes 17, 18 et 20. Je saute la 19 parce qu'elle est un petit peu neutre, je dirais, par rapport au général. Elle est aussi potentiellement pour les baroudeurs, pour les sprinters. Donc, comment est-ce que sur la 18, sur la 17 avant et sur la 20, est-ce qu'on pourrait essayer de faire basculer? Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on a des stratégies possibles? Ou est-ce que on en est dépourvu et qu'il faut, je dirais logiquement, s'incliner? Ce qu'on va regarder juste après. En tout cas, voilà. À ce moment-là, je réfléchissais beaucoup à la suite. Alors, on n'a pas empêché d'essayer de sprinter, mais ça, c'est vraiment
pour le fun. Allez, on sprint ici. Tiens, qui est-ce qui est encore présent? Matthews. Qui... Ah, est-ce qu'il a été vainqueur? Non, c'est quand même Gaviria qui l'a tapé. Sharman, Matthews. On retrouve le tube de ce Giro. Le tube dans le top 5 de toutes les arrivées de ce style-là et pas que. C'est Matthews, Sharman. Voilà, allez, encore une. Encore une où ça marque des points et vraiment très très fort. Après, pour les changements en général, c'est pas flagrant. En tout cas, Gaviria avait déjà été vainqueur. Il en reprend une, magnifique. Magnifique. Regardez-moi cette étape 17. On est au-delà des 260 km. Donc elle est juste... Elle est démente. Cette étape est complètement démente. C'est tout ce qu'on aime d'ailleurs. On aime quand c'est dément. Mais là, je sais pas ce que ça peut donner. J'en vois Ilan Van Wilder à l'avant. On a aperçu également Thomas de Ghent qui fait partie de l'échappée. Et puis quelques autres noms assez sympathiques. Bon, aussi Alessandro De Marchi, mais pas que. Voilà. Est-ce que l'ami Masnada est présent? Bah, il y a tout lieu de penser que s'il ne l'est pas là, oui, il est là. Sinon, il le sera tôt ou tard, parce que Masnada a fini très très fort ce tour. Vous voyez, par exemple, Narvaez, je trouve qu'il a déjà de relativement bonnes notes pour être le 8e pire coureur de l'équipe Ineos sur ce Giro. Il est vraiment pas mal. Il a été bien noté, je trouve. Donc voilà, on approche de ce final. Alors, juste un bémol, si vous vous dites que les pourcentages vont être des trucs jamais faits ou jamais atteints, parce que forcément, vous savez, quand vous avez un emplacement là sur l'écran qui est réservé au profil de l'étape, si elle fait 260 km, fatalement, elle a été comprimée pour pouvoir rentrer dans cet emplacement. Du coup, ça peut accentuer l'impression de pente extrême. Ce n'est pas le cas. Les pentes sont pas non plus tout le temps démentes. Après, attention, il y a quelques murs. Hein. Mais notamment ici, ça fait très 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 mal. Je me fais de nouveau dépoutrailler devant là par la concu. Teuns, ah oui, c'est Teuns qui anime aujourd'hui. Dylan Teuns. Ça fait penser à l'Auto-Soudal, ça tient. Dylan Teuns qui anime magnifiquement l'échappée. Teuns, c'est vraiment pas mal aussi, décidément. Il y a de la concurrence. Van Wilder, je pensais être tranquille avec lui devant. Je me disais, allez, ça va. Tu vas au moins te tenir le plus loin possible. Après, au pire, tu attends Romain Bardet et tu l'aides. Tu parles. À chaque fois, dès que je vais sur le peloton, par exemple, sur cette phase-là de replat, à chaque fois, les autres essayent d'attaquer pour lâcher Van Wilder. Regardez-moi ça. De nouveau, c'est parti là. Hop là. Et ça, je vous l'ai montré 2 fois. Mais en fait, ça m'est arrivé 5 ou 6 fois d'affilée. Donc c'est un enfer, en fait. C'est un enfer. Ils veulent pas de Van Wilder. Ils veulent l'éjecter de leur échappée. Donc c'était un peu amusant. Après, heureusement, je vais réussir à caler. Alors ça, c'est petit fail à un moment du jeu. C'est qu'en fait, j'ai calé Van Wilder, vous savez, à suivre dans la roue de Teuns. C'était juste avant le sprint intermédiaire, parce qu'en fait, sur les sprints, on peut caler dans la roue. Et petit fail, en fait, outre le fait qu'il lâche, bien sûr, petit fail, en fait, il a gardé la roue après. Vous allez me dire, après, il a gardé la roue, et puis il a sauté, quoi, comme tout le monde. Hein. Mais en tout cas, c'est bien pratique, parfois, de pouvoir garder la roue, alors que le jeu ne le prévoit pas, dans des situations où les types voudraient attaquer éventuellement. Bon, en l'occurrence, voilà, encore une fois, mon échappée n'est pas de taille, donc on le rabat. Quelque part, on a quand même économisé de la barre sur Van Wilder, parce qu'il a eu le temps de se reconstituer, le temps d'attendre le groupe Bardet, donc c'est quand même positif. Et puis je ne pense pas que de toute façon il pouvait réellement aller au bout, c'était un petit peu trop fort pour lui. Rien ne prouve non plus à ce stade-là que le groupe Bernal ne va pas rentrer d'ailleurs, hein, il ne va pas aller chercher cette victoire finalement d'étape. Donc pas de gros regrets. Je vais faire un petit peu rouler parce que je voudrais tenter quelque chose après éventuellement. Je me dis que il faut provoquer les choses, hein, et que on n'est pas à l'abri d'un jour un petit peu sans
pour l'ami Bernal. Donc à voir un petit peu ce qui peut se passer. Comme d'hab, il y a Vlasov qui me coupe un peu l'herbe sous le pied en attaquant. Ce qui veut dire que ça provoque la réaction des Ineos, ça. Et de d'autres d'ailleurs aussi. Hein, et de ce fait, finalement, je passe en protection à ce moment-là parce que on a d'ailleurs plus énorme d'énergie sur Van Wilder, mais sait-on jamais. Teuns est toujours en tête. Il y a une petite descente avant d'attaquer un très gros morceau. C'est cette montée finale, voilà. Vous voyez. Après, il y aura du faux plat montant, une petite bosse et on sera à l'arrivée. Donc à voir un petit peu dans quel état on va être capable d'aborder ça. Matthews, en tout cas, il est pépère. Hein. Il est vraiment fringant en cette fin d'étape, Michael Matthews. Et donc, on va tenter. Hein. Je pense que là, c'est le moment ou jamais. Il faut essayer de partir, trouver éventuellement un associé ou des associés pour rouler. Et puis après, on verra. Alors, le souci, c'est que c'est Richie Porte. Alors, je pense pas que Richie Porte va rouler contre Bernal. Derrière, en plus, il y a d'autres coureurs, type Vlasov, là, qui fait le boulot que Kwiatkowski, par exemple, devrait faire, ou Bernal. Et on va retenter, évidemment, dès qu'on s'est débarrassé de Richie Porte. On va retenter. Maintenant, c'est Kwiatkowski qui fait le boulot. Il le fait plutôt bien, ma foi. Sharman également a décidé d'aider Ineos, donc tout va bien. Tout va très très bien. Et puis nous, au moins, on aura tenté. Voilà. Je voulais pas mourir sans tenter. Donc après, on va se rabattre et on va essayer de prendre la roue de Bernal pour voir, en plus, s'il n'y aurait pas moyen de tirer bénéfice, je dirais, de cette jolie forme du jour. Alors, on va en retenter une. Allez, Romain. Il faut, à défaut de victoire, on va au moins aller au panache. Tiens, l'ami Teuns est ici repris par le groupe Bardet-Sharman. Il y a peut-être quelque chose à faire si Sharman collabore, honnêtement. Il faut juste se donner les moyens d'aider un petit peu Romain Bardet. Mais non, regardez, c'est revenu. Et donc, ma grande tristesse pour moi, en tout cas, ça fait pas un pli. Et naturellement, on a beau faire ce qu'on veut sur le sprint, c'est pas pour nous. Et d'ailleurs, on va même être crédité d'une petite cassure, ce qui est, c'est un peu le coup de couteau final de cette étape qui aurait été une tentative totalement vaine de faire quelque chose. Vous voyez, on prend 12 secondes dans la tête, plus la bonif. Ce qui veut dire que Bernal, cette fois-ci, à 1,38. Il nous a gratté 18 secondes sur ce coup-là. 1,38 pour Bernal sur Romain Bardet. Alors derrière, les écarts sont assez immenses. On a bien compris que, mis à part Bardet, personne ne peut empêcher Bernal de gagner ce Giro. Et on va attaquer maintenant une des toutes dernières occasions, en fait, de faire quelque chose, d'essayer de brouiller la stratégie Ineos. Une des toutes dernières occasions qui est évidemment l'étape 18, là, avec une arrivée au Trecime di Lavaredo. Et voilà. Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'on peut avoir une opportunité d'attaque à un moment donné? On se prend un petit plus 3 avec Bardet, ça permet de voir tranquillement l'étape. Et puis sinon, j'ai envoyé Van Wilder parce que c'était celui qui, parmi les équipiers, avait la meilleure forme du jour. Et comme certains se valent plus ou moins, je pense que c'était pas forcément mauvais d'envoyer plutôt Van Wilder devant. L'objectif, toujours pareil, essayer de lui faire passer les difficultés avant les cadors, et donc finalement lui permettre de moins forcer, de moins vider ses barres, et notamment de moins toucher à sa barre verte et à sa barre jaune, mais surtout la barre verte. Et donc, à partir de là, essayer de l'envoyer loin devant, voir si quelque chose est jouable, mais là encore, je ne pense pas que ce sera le cas, parce que la concurrence dans l'échappée est un petit peu au-dessus de Van Wilder, et c'est pas encore un projet abouti, Van Wilder, mais ça pourrait devenir un coureur assez redoutable. C'est comme Lek Nessund. En fait, on a là des très jeunes coureurs qui presque sont à leur premier grand tour, en vérité. Hein. En tout cas, pour Van Wilder, c'est sûr. Et à partir de là,
Il faut pas être trop dur non plus. Ils sont loin d'être développés. En vérité, ça va devenir... Van Wilder, à mon sens, ça devient un cadre hein, dans la partie. Tu joues 3 ans, le mec gagne un grand tour et peut-être même pas en attendant 3 ans quoi. Donc c'était excessivement fort, mais en développement. Tiens, on a vu Attila Walter de la Groupama FDJ. C'est un petit peu difficile là de se regrouper dans l'échappée puisqu'il y a eu un éclatement au moment du GPM comme d'habitude. Le groupe en revanche Maillot Rose est totalement en gestion. De toute façon, à partir du moment où Ineos a le maillot, ils ont tendance à être moins offensifs. Ils contrôlent à des moments, mais ils cherchent un petit peu moins à tuer la course. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Peut-être que je me suis fait des idées, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Donc, une adaptation stratégique assez sympathique de la part du jeu. Et donc, Van Wilder fait partie des poursuivants. On va passer un col ici et on va essayer de passer avec les autres. Voilà, attention. Masnada a des fourmis dans les jambes. Il nous a un petit peu échappé, mais on va essayer de revenir toujours pareil dans la descente. L'objectif étant de ne pas avoir trop d'efforts à faire sur la partie qui rejoint l'ascension suivante. Et j'ai envoyé ici Hamilton à tout hasard. Pour voir s'il ne pouvait pas rejoindre comme ça 2 ou 3 coureurs et que le peloton se relève et donc finalement permettrait ainsi d'en caler un deuxième à l'avant pour pouvoir aider Bardet un petit peu plus loin. On essaie également parallèlement à ça de faire rentrer Chad Haga sur le groupe Maillot Rose et on a aperçu très furtivement Wout van Aert qui honnêtement je vois qu'avec Hamilton, ça marche pas le projet. Le projet a avorté, donc je me relève, bien évidemment. Je trouve que Wout van Aert a traversé ce Giro dans le plus total anonymat, en vérité, hein, alors qu'on aurait pu s'attendre avec les notes qui sont les siennes, et c'est plutôt logique d'ailleurs, hein, sur la World DB21, là, on aurait pu s'attendre à ce que Van Aert soit à la fois présent au sprint, à la fois, en fait, qu'il nous fasse du Schachmann ou du Matthews, voire même un condensé des deux, hein, vous voyez. Tellement en fait le coureur en est capable avec ces notes-là, bien évidemment. Après, à mon sens, ce qui s'est passé, c'est que l'IA l'a aligné sur le Giro, mais en fait avec sûrement des pics qui étaient sur les Flandriennes ou ces alentours-là. Je ne sais pas trop ce qu'a foutu l'IA pour la gestion de Jumbo-Visma, parce qu'on s'est retrouvé finalement avec pas de leader majeur, c'est-à-dire que ni Kreswijk, ni Dumoulin, ni Roglic n'étaient présents ici sur ce Giro, donc c'est un petit peu surprenant pour en plus aligner Van Aert et finalement ne pas l'exploiter, le faire traverser ce truc-là vraiment comme un anonyme. Donc étrange comportement global que celui de la Jumbo-Visma. Bon, on imagine qu'on les retrouvera sur le Tour de France avec d'autres types de comportements. À mon sens, ça va être peut-être eux qui joueront le rôle de l'empêcheur de tourner en rond à la Ineos sur ce Giro. Parce que par contre, Ineos, ils ont grillé quand même pas mal de cartouches sur le Giro. Alors certes, ils sont bien partis pour le gagner, mais ils risquent de le payer à un moment ou à un autre, hein, c'est une évidence. Il y aura Geraint Thomas, il y aura Ty Gegenhardt, mais c'est tout, hein. Enfin, c'est tout, façon de parler. Il y aura peut-être Lorenz de plus. Donc, voilà, on est dans le final. Et pour l'instant, Bardet est tout seul, hein, contre 1, 2, 3, 4, 5, je crois 6 Ineos. Wellens entrevoit peut-être la victoire d'étape. Allez, enfin, après 2 deuxièmes places, ce serait quand même terriblement mérité pour le Belge. Nibali tente de se faire la malle. Alors là, c'est un peu peine perdue sur ce terrain-là, surtout quand tu as les autres qui te courent derrière. Donc, qu'allons-nous faire ? Nous, on va essayer de voir si on pourrait tenir la roue de Bernal. Et puis, si on est capable de la tenir, on verra. Mais vous voyez ici Carapace qui produit une jolie accélération. Il ne faut pas que je me fasse piéger parce qu'il est en train d'emmener Bernal très très fort pour le final de cette étape. Allez, Romain Bardet, il lui reste plus grand chose. Je suis un petit peu dégoûté à ce stade-là. On reprend un grand nombre de coureurs intercalés entre Wellens et le groupe Bernal, des anciens échappés en vérité, des survivants. Et là, pour nous, c'est la fin du bal. Ciao, ciao. Voilà. Allez,
c'est fini. On peut se ranger. D'ailleurs, Nibali devant fait à peine mieux. Carapace, Carapace, on dirait Froome en 2011 quand il emmène Geraint Thomas là et qu'il est, pardon, Bradley Wiggins. Donc on dirait Froome avec Wiggins tellement Carapace semble fort. Alors j'exagère un petit peu parce que quand même vous avez vu, dès lors que Carapace a tout donné, Bernal il passe encore à l'étage supérieur. Allez, il va même aller se payer le luxe de reprendre Wellens. Et reprendre Wellens, c'est assez simple, ça veut dire aller remporter cette étape, une étape de prestige, certes, on peut comprendre, mais vous voyez, il y a même rien pour les échapper, tellement ce Team Ineos est trop fort. Puis alors là, carrément, sur cette étape 18, on prend hyper cher au niveau du temps perdu. Là, ça va être le cherry on the cake, hein, ça va être la cerise sur le gâteau. On va définitivement dire adieu à quoi que ce soit, hormis une éventuelle deuxième place, puisque Nibali n'est pas bien loin de Bardet. Les écarts pour la deuxième et troisième place sont donc relativement stabilisés. Mais regardez-moi ça, Bernal va asseoir sa domination 5 minutes sur Bardet. Quand on regarde le temps, Lopez a 24 minutes et il est 10e. On se marre en fait, il y a des écarts de fou quoi, hein, sur ce Giro, des écarts complètement invraisemblables. Ensuite, 19e étape à présent. Alors celle-ci est peut-être la dernière occasion pour un de mes coureurs d'essayer de s'échapper et de pouvoir éventuellement nous apporter un succès comme ça en 3e semaine, parce que mine de rien, ça fait depuis l'étape 10 qu'on n'a pas levé les bras. Hein. On avait le bonheur de gagner, je crois, à l'étape 3, à l'étape 5 et à l'étape 10 avec Romain Bardet sur la petite étape qui empiétait sur le terrain d'Estrade Bianche. Mais depuis, on n'a pas levé les bras, on est plutôt en situation où on subit les choses et où la raison du plus fort est clairement la meilleure. Hein. C'est Ineos qui écrase un petit peu ce qu'ils veulent. Alors du coup, je me suis lancé dans l'échappée avec Chad Haga, qui avait une belle forme du jour. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de jouer un coup comme ça, à voir un petit peu quel peut être le comportement des équipes de sprinters. On a vu très très furtivement, il y avait je crois Cofidis et Bike Exchange qui étaient présents dans une forme de poursuite. Après, il reste plus énorme à boucher à ce stade-là. À partir de là, moi je me décide à faire bouger les choses. C'est Jan Bakelans qui va comme ça prendre la roue de Chad Haga. Donc Bakelans semble le plus fort de nos le plus fort de nos 4 adversaires en tout cas, pour une potentielle victoire d'étape. Oui, ça va être le cas. La victoire d'étape, elle est pour l'un de ces hommes-là, car le peloton s'est légèrement relevé. L'échappée ira au bout. Ça n'est absolument pas fréquent sur ce Giro qu'une échappée aille au bout, donc on va essayer de s'appliquer. Attention à Czerny qui revient, il a l'air très fort lui aussi. Du coup, j'hésite entre Bakelans et Czerny pour savoir qui cibler. Je me dis qu'il me reste quand même de la barre, donc j'essaye de partir d'un peu plus loin, parce que Chad Haga est très mauvais au sprint. Et bon ben voilà, c'est une victoire plutôt facile pour Jan Bakelans, qui aura été bien plus fort sur ce final. Il a non seulement contenu l'attaque de Chad Haga, mais en plus après il aligne tout le monde au sprint de manière indiscutable. On est sur un classement général qui est quasi inchangé à quelques détails près, parce qu'il y a eu une chute, il y a quelqu'un qui est sorti du top 15 je crois, mais ça n'est pas très très important. Au moment d'aborder l'étape 20, allez, elle est belle celle-là aussi, hein. Elle est très très jolie. Ce Giro de toute façon je le trouve magnifique, il est très 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 bien fichu, il est très très dur, évidemment. Est-ce qu'il est un peu trop dur peut-être ? Non, je trouve pas. Enfin, les écarts quand même, juste voilà, les écarts viennent nous dire qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Alors oui, j'ai oublié Martinez, tiens, Dan Martinez dans le team Ineos. Je l'avais pas encore cité celui-là, tiens. Le mec à 78 de montagne, tranquille. Ce n'est que le 6e meilleur grimpeur de l'équipe. C'est la folie. Voilà. Donc
on va de nouveau essayer de partir sur celle-là. L'objectif étant non pas de gagner, je me fais pas trop d'illusions, j'ai bien compris. J'ai bien compris quelle était la réalité du truc, mais au moins d'essayer de devancer comme d'hab et pouvoir se rabattre sur Romain Bardet un petit peu plus tard pour lui permettre de peut-être jouer un rôle dans le final, ce serait sympa. Et donc c'est comme ça que j'ai envoyé Chadaga, mais en fait le groupe va être repris, échappé n'aboutit pas. Si, excusez-moi, je me suis planté. Oui, cette échappée est une bonne échappée. Derrière, tiens, c'est les EF1 qui font le job à la place de Ineos. Oui, j'ai confondu parce que j'avais attaqué avec Donovan avant, et je ne voulais même pas montrer, ça servait à rien. Mais c'est celle de Donovan qui n'avait pas abouti. Celle de avec Chadaga, en tout cas, aboutit. On se prépare à vivre ce qu'on vit à chaque fois en échappée. À savoir, écoutez, subir à un moment donné une sorte d'hystérie collective des échappés à l'approche du GPM. Ici, vous allez voir, celui qui va s'illustrer tout particulièrement dans cette étape s'appelle Fausto Masnada. Masnada qui va, comme ça, partir tant qu'il veut. Lui, il n'y a pas de problème. La fatigue connaît pas. En même temps, il est chez Deceuninck Quick-Step. 3 petits points. Non, ça c'était juste pour la blague. Mais donc, en tout cas, Masnada, vraiment très fort. Probablement, on a du Masnada à plus 4 ou plus 5 à ce jour-là. Hein, parce que franchement, vu sa perf, il est inouï. Comment voulez-vous que Chadaga puisse un temps soit peu s'aligner sur ses perfs? Franchement, il n'y a pas moyen. Il m'aurait fallu un bon Hamilton, par exemple, ou un très bon Mark Donovan pour pouvoir m'aligner sur les perfs de Masnada là, sur cette étape-là. Et c'était pas vraiment le cas. On a un peu dû remodeler l'équipe, ça je vous l'ai déjà dit. Du coup, j'ai des types qui sont pas sous pic parce que j'ai dû subir un certain nombre de blessures, 3 ou 4 je crois en tout, par rapport au type que j'avais initialement prévu sur le Giro en début d'année. C'est Dan Martin, dans la roue duquel Schachmann et Lopez avaient sauté, qui allument les premières mèches, et ils en remettent les bougres. Il y a aussi Simon Yates qui est parti avec, il y a Vlasov, l'inénarrable, et tout ça va s'achever, regardez ici, sur une accélération, un contre de Lopez, dans la roue duquel Vlasov y va. On va expliquer la stratégie. Bon, si ça sort à 2, à la limite, c'est bien, mais voilà, on regardera un petit peu la fin pour savoir si la stratégie Astana était vraiment payante. Toujours est-il que devant, du coup, ça roule à 2, à la limite. Allez, c'est pas mal. Simon Yates essaie de rejoindre tout ça. Moi, j'ai aucune raison de bouger. J'ai aucune raison. Tiens, les deux Astana, ils se sont rabattus. Donc, c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau. En l'occurrence, Carapace fait le boulot. Alors, quand Carapace intervient, c'est quand même que... Attention, ça veut dire que Sivakov s'est fait sauter, Dan Martinez s'est fait sauter, etc. Donc, c'est quand même toujours signe que Bernal ne va pas tarder à y aller. Voilà, on y va. Et encore, Carapace, il est tranquille et en gestion, il est là. C'est sa petite sortie là du dimanche matin, Carapace. il est injouable. Et moi, j'ai le pauvre Chadaga là, qui s'avérait incapable de suivre le rythme devant, ce qui est logique, et qui du coup va être repris dans pas longtemps par Egan Bernal, voilà. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, Egan Bernal, il se dit « Ah, j'aime bien Chadaga. Ah, c'est un mec sympa. Allez, on va attendre les collègues derrière. On va les attendre. » Alors que je n'ai pas compris. Moi, je suis là en train d'attendre Bardet avec Aga. Et Bernal, qui s'était fait la malle, il s'arrête avec Aga, tranquille. Et on attend tout le reste de la troupe. Alors, je pense que Bernal, il avait les moyens d'aller au bout. Il y avait zéro problème pour lui. On n'était pas sur un remake de vous savez, ce que j'avais vécu avec Movistar, là où Bernal avait attaqué d'un petit peu trop loin sur un Tour de France et s'était fait pécho et après avait explosé dans l'Alpe d'Huez. En l'occurrence, Masnada s'impose. C'est vraiment la journée parfaite pour Masnada puisque, je peux vous le dire en plus, il chope le maillot de la montagne. Sur cette étape-là, il renverse le classement en fait, alors que c'était Teuns qui était leader. On se doute bien pourquoi, parce qu'il avait joué un rôle majeur dans d'autres échappées. Et Teuns se fait coiffer comme ça au poteau pour le maillot Azzurro par
Donc Fausto Masnada qui terminera en Azzurro. Il y a quand même une petite satisfaction, c'est de voir que Michael Matthews termine quand même à une dizaine de minutes. Parce que s'il avait terminé dans le groupe Bardet, je pense que j'aurais arrêté la partie. En ce sens que je veux bien qu'on soit en extrême et que parfois ce soit un peu cheaté, pas de problème. Pas de problème, je l'entends bien. Mais il faut pas non plus nous prendre pour des cons de A à Z. Voilà. Et là, déjà, Sharman a craqué à des moments. Ça m'a quand même rassuré, parce que sinon, ça sert à rien de mettre 74 en montagne. Autant lui mettre 78, et comme ça, il a pas besoin de... Le jeu n'a pas besoin de cheater son comportement pour qu'il suive les meilleurs, quoi. Donc là, ça va. Le 74 en montagne chez Sharman, c'est senti. Et le 70 en montagne de Matthews, c'est senti également. Mais ça aura mis longtemps, hein. Ça aura mis longtemps. Je suis ensuite plein d'espoir pour ce contre-la-montre de l'étape 21. Ça, c'est un type d'exercice sur lequel on a des arguments à faire valoir, parce que Aga est un bon rouleur, Leknesund l'est également, et un petit peu plus tard, on aura une carte à jouer avec Ilan Van Wilder. Hein, donc c'est vraiment intéressant quand même d'essayer de donner le max, d'optimiser. Évidemment, comme Van Wilder a une très bonne forme et passe après ses collègues, j'ai un petit peu mieux pu optimiser la gestion de sa barre jaune, et il va comme ça venir mourir très très près de Doddridge, de Team Bike Exchange. Et après, par contre, c'est dommage. Van Wilder, j'ai des mini-regrets, parce que peut-être qu'il y avait moyen, c'était un chrono pour spécialiste, il y avait peut-être moyen de la prendre. Toujours est-il que ça s'est pas joué à grand-chose, je suis un peu dégoûté. Et puis là, par contre, écoutez, ce qu'on va vivre là dans la minute qui suit, ça s'appelle boire le calice jusqu'à la lie. C'est-à-dire que on va se faire humilier pour terminer ce Giro. On va se faire humilier, mais après, c'est comme ça. C'est comme ça. On va se faire humilier, puisqu'avec, alors qu'on voit ici les membres du top 10, Lopez 10e par exemple, on va se faire humilier par Bernal, qui partait juste derrière Bardet. Et donc je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, on l'aperçoit déjà pas loin, le Rominou. Il va se faire reprendre par Bernal. Alors j'ai croisé les doigts, j'avais pas envie de me faire reprendre, mais en même temps, qu'est-ce que je fais ? J'augmente l'effort et après je termine en défaillance, et c'est encore pire. Donc non, à un moment donné, il y a une réalité, tu peux pas la combattre. Bernal, va plus vite que Bardet, et je crois qu'il faut l'accepter. Il n'y a que sur la toute fin. En fait, il aurait fallu 10 bandes de plus, parce que l'IA a du mal à gérer les CLM un peu longs. J'aurais peut-être pu arriver à ne pas me faire doubler s'il y avait eu 10 bandes de plus. Non mais voilà, je rigole. C'est pas très grave, tout ça est anecdotique. Donc victoire de Doddridge, un peu deg pour Ilan Van Wilder. Et puis après, il y a le général. Alors le général, c'est quand même incroyable. 7 minutes, plus de 7 minutes pour Bernal sur Bardet. Puis quand on regarde Nibali à 11 et quelques, Simon Yates à 12 minutes, Carapaz finalement 5e, Kelderman, Vlasov. Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant les écarts. Alors quand même, big up à Masnada, un des grands hommes de ce Giro. Big up aussi à Sharman, un des très grands hommes de ce Giro. On peut y associer Matthews, honnêtement, qui a été gigantesque. Il y a des coureurs comme ça qui ont fait un Giro somptueux, même s'ils n'ont pas gagné, ou au général en tout cas, ça s'est pas vu, mais il y a eu des victoires d'étape, il y a eu un maillot distinctif pour certains. Enfin, très très beau tour d'Italie pour certains. Nous, c'est pas mal, on a 3 victoires d'étape, on a une 2e place. Pas non plus de quoi chialer, mais c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu impuissant sur la fin, à partir du moment où Ineos a décidé de mettre en route. On a nos objectifs qui sont remplis. Le tout maintenant sera d'essayer de se projeter vers le Tour de France, et pouvoir y faire des choses intéressantes. On va regarder tout de suite l'onglet de planification, comme ça vous découvrez l'équipe que j'ai prévue sur le tour. Il y aura Nicolas Roche, il y aura Timmins Arensman,
on aura comme ça quelques coureurs, Jay Hindley, cela va sans dire, qui pourront essayer de nous faire plaisir, le tout en sachant que on va jouer du 2017. Voilà, parce qu'en fait 2017, je crois ne pas vous l'avoir proposé au cours des dernières années. En tout cas, c'est ce que m'ont dit certains, donc je leur fais largement confiance. Le prologue ne devrait pas être à notre avantage. C'est un prologue, c'est un ITT. Hein. Ensuite, il y a une étape plutôt pour le sprint. Et après, à partir de l'étape 3, on va peut-être pouvoir commencer à jouer un rôle. Alors l'étape 4, moins. Mais par contre, on peut se projeter déjà sur la planche des belles filles à l'étape 5. Voilà, ça, on en a une énorme envie. Hein, et les étapes de plaine, je crois que sur la première semaine, il ne va pas falloir chercher à trop focaliser dessus. J'ai pas emmené Caseball parce qu'il y avait un pic décalé à cause de sa longue blessure, etc., de son planning original qui était le Giro, etc., etc. Je vous passe les détails, mais on va jouer vraiment pour le général. On jouera presque rien d'autre que le général, et ce sera pour Jay Hindley, sauf coup de Trafalgar, auquel cas on se recentrerait sur Bardet ou Tige Benoît. Mais a priori, c'est vraiment pour Hindley que j'y vais. Voilà, il y a quelques étapes. Ici, on est arrivé à Péragude, après le port de Balès, qui font saliver ou qui rappellent aussi des souvenirs assez sympathiques d'une course qui avait été quelque part un peu tristounette dans son épilogue vis-à-vis de Romain Bardet, précisément, puisque le contre-la-montre de Marseille, qu'on va découvrir dans quelques secondes. J'aime bien les traversées de France, là, comme ça, avec du vallon. Je pense qu'il y a moyen de faire mal sur une ou deux étapes. On essaiera là aussi avec nos profils un petit peu costauds, puncher. Après, là c'est du Galibier par... oui, c'est ça, du Galibier par le Télégraphe, donc intéressant. Puis l'étape d'après, c'est marrant, on va passer au col de Vars. Celui-là, j'ai déjà monté plusieurs fois en vélo. Il est amusant. Je connais plus ou moins cet itinéraire, il est vraiment intéressant. Puis voilà, ok, je crois qu'on aura vraiment de quoi faire, ça va être assez sympa. Et la redescente là, vers le sud, où il y a ce fameux petit CLM qui avait brisé le cœur de toute la France. On passera à Notre-Dame de la Garde. Voilà. Je crois qu'il est bien fait en plus. Les images sont jolies. Ce Tour 2017, en tout cas, peut nous réserver de jolis moments. Et donc, Jay Hindley. Hein, allez, je vous montre ses notes. Comme ça, on fait les choses. On annonce. A priori, il a déjà eu son up, hein, donc il n'en aura pas d'autres d'ici au Tour de France. En tout cas, je m'y attends pas du tout. Et voilà, je vous dis à bientôt. Un de ces jours. Bon, ça prend beaucoup de temps de préparer un grand tour, donc ne vous y attendez pas dans 3 jours à l'épisode Tour de France, mais ça va arriver en son temps. A plus.